nous parler de ça, s'il vous plaît. OK, bref. J'étudiais le cinéma d'abord ici à Concordia, dans les années 80. Je suis montréalaise. Mais après ça, je sentais que je voulais quitter la ville, je voulais autre chose. J'avais le feeling que ma vie était trop petite. Puis j'ai trouvé qu'il y avait une bourse pour aller au Caire faire ma maîtrise, qui me tentait pas vraiment de faire une maîtrise, mais j'ai dit, bon, c'est un bon ticket pour aller au Caire. So, j'ai eu cette bourse, puis finalement, j'ai pas fait ma maîtrise. Il y avait des problèmes avec la université, c'était l'Université du Caire, puis on m'a dit ici, avant de partir, que je peux faire mes papiers, toute mon thèse en anglais, parce que mon arabe était vraiment basic, arabe de cuisine, genre, you know. Ouais. Puis, finalement, l'université a dit c'est impossible que je m'inscris à l'université. Puis, j'ai dit pas de problème. So, finalement, j'ai resté 3 ans au Caire. J'ai travaillé, j'ai appris l'arabe. Je suis allée au International Language School. Puis, pendant 2 ans après, quand j'ai retourné à Montréal, j'ai retourné au Caire, puis j'ai aussi passé du temps en Palestine. Alors, cette période, ma vie, quelques années, m'a vraiment touchée. Puis après ça, j'ai travaillé pour l'aide médicale pour la Palestine pendant 3 ans. So, c'était vraiment une grande période de ma vie, cernée dans des issues palestiniens, Moyen-Orient, très politiques. C'était le lancement de ma vie politique, genre, de la vie de... pas ma vie politique, mais le fait que je suis plus consciente. Woke. So, après ça, j'avais un enfant, puis j'ai tout changé. Je travaillais à l'ONF, je faisais la PR. Moi, je voulais être cinéaste. Pour un long temps, je faisais le montage, je travaillais dans le cinéma. Puis là, je faisais un virage parce que je trouvais pas un bon job. J'avais besoin d'un job. Puis plus en plus, je faisais du marketing qui m'a plu de plus ou moins, you know. C'était plus ou moins intéressant. Bon. Mais dans le temps, parce que je voulais être plus créatif, you know, puis je sentais frustrée, peut-être. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai acheté une ferme. So, j'ai passé des années dans la campagne. Ouais. J'avais des poules. Puis j'ai changé carrière. Je suis devenue boulangère parce que je fais vraiment du bon pain. So, de plus en plus, j'ai vendu mon pain. J'avais des pointes de vente. J'étais dans les marchés fermiers. Vous en aviez même à Concordia, si je me trompe pas, il y avait des journées dégustation, journées fermiers. Puis je faisais ça. Puis, je faisais ça pendant 3-4 ans. J'étais Madame Pain-Pain. Ouais. Tiens, je garde ma carte. Oh non, I lost it. Oh non, c'est ici, Madame Pain-Pain. Oui. Tiens, ma carte. Bon. J'ai pas eu une carte d'affaires depuis. C'est la meilleure des cartes d'affaires. Oui, c'est ça. Puis... à un moment donné, j'avais cet manuscrit que j'ai commencé il y a 15 ans. J'ai commencé à écrire le Philistine. Je faisais un premier draft, puis j'ai laissé tomber. J'avais tellement autre chose. Je faisais autre chose. Puis les dernières 5 ans, 4 ans, je me suis dit, c'est now or never. Je sentais vraiment... triste, de plus en plus triste et fâchée. I was mad at myself de ne pas le finir, puis de ne pas le faire. Puis, je travaillais, puis j'ai quitté mon travail, je suis allée sur le chômage pendant 6 mois, puis j'ai dit, bon, t'as 6 mois, do it or die. Puis I did it, puis je suis toujours vivante. Félicitations. Ouais. On a la chance de vous interviewer, donc c'est encore mieux, voilà. Ouais. Mais... Puis donc, ce processus d'écriture, ce manuscrit, est-ce que c'était on and off? Est-ce que ça a duré plusieurs années avant cette reprise de 6 mois? C'était vraiment on and off. La première draft, je l'avais faite vite, assez vite, comme dans une foule, une rage. Mais après ça, j'étais pas
disciplinée, I think, mostly. Puis je travaillais beaucoup. Puis c'était intéressant parce que moi, je voulais toujours être une écrivaine. Puis j'ai publié des short stories, des poèmes. C'est ça mon talent de base, writing. Mais quand je suis devenue mère, j'ai eu le feeling, c'était très sincère, que j'ai perdu cette envie de faire mon écriture parce que j'étais tellement étonnée à comment j'ai aimé être mère. Oh, c'est beau. Ouais, c'est quelque chose qu'on n'entend jamais. Puis je me suis jamais vue comme mère. J'étais toujours aux femmes, j'étais toujours tomboy. Moi, je voulais être, jamais mariée, jamais mère. Je trouvais ça. Mais dès que j'ai eu un enfant, ou même avant, j'étais avec le père de ma fille, ma seule relation straight. Puis, ouais, ça m'a bouleversée complètement, que j'ai perdu le feeling de faire anything else. Moi, je voulais être toujours avec mon enfant. Yeah, c'était incroyable. Puis je me souviens la journée où je me suis dit, maybe I'll never write. Ça ne m'arriverait jamais. C'est fini. Parce que je suis tellement contente avec la vie de mère. Weird, mais c'est spécial. C'est magnifique à entendre. Moi, je trouve au contraire. Mais je veux dire, même sans le projet d'écriture, vous avez tellement fait d'autres choses je pense que vous vous gardez pas mal occupé. Peut-être avant de rentrer vraiment dans le sujet du livre, on avait aussi un autre de vos projets dont on discutait pré-ondes, qui était The Friends of Hutchison Street. Oui. Puis je trouve ça vraiment beau donc de glisser un mot. Donc peut-être que vous pourrez nous parler un peu de cette initiative que vous avez lancée. Oui. C'était en 2010 ou 2011. J'avais un appartement sur la rue Hutchison, qui est la frontière de Myland et Outremont. Puis la première fois que je vivais avec les Hassidim, que je trouvais un petit peu bizarre, renfermés. Mais bien, des bonnes voisines, assez gentilles, j'aimais les enfants. Mais il y avait un groupe de gens, y compris une conseillère, y compris un homme qui faisait un blog assez négatif, assez attaquant. Puis ils attaquaient les Hassidim. Il y avait des flyers dans la boîte à mal tous les 3 mois, fais ci, fais ça, signer cette pétition parce qu'on ne veut pas ça. Là. Ils avaient même une manifestation sur l'avenue du Parc avec des placards. Je ne me souviens pas pourquoi, mais j'étais toujours choquée comment cette communauté a dérangé les gens de Outremont. Pas tous les gens, mais ces gens. Puis, il y avait une synagogue sur ma rue qui était assez vieux, décrépite, Puis eux, ils voulaient faire une rénovation. Ils voulaient mettre une toilette sur le rez-de-chaussée. Puis ils voulaient ajouter une chambre en arrière, puis créer un foyer en avant. Très simple. Puis cette groupe a manifesté contre. Puis c'était à un moment donné, j'étais sur mon balcon, puis je les voyais faire un porte-à-porte. C'était Céline Forget, conseiller Outremont, Pierre Lacerte, un blogueur. Ces deux-là, c'était le Mutt and Jeff, le cœur du mouvement. Oui. Puis, ils sonnaient à chaque porte, sauf que les portes juives. Puis, je sais qu'ils mettent un mezuzah sur les portes pour bless the house. Je trouvais ça tellement blatant, comment ils voulaient ségréguer les gens avec qui ils parlaient. Puis je comprends un petit peu parce que c'est difficile de parler avec les Hassidiques, c'est intimidant parce qu'on ne sait pas comment le faire. Aussi, on a le droit. Je comprends ça. Mais en même temps, eux, ils voulaient changer les choses, mais ils ne voulaient pas engager cette communauté. Puis c'était à ce moment-là, j'ai dit, moi, je vais le faire. Je vais engager cette communauté. Puis d'un jour à l'autre, j'ai créé le Friends of Hutchison. J'ai écrit des pamphlets. J'ai appelé le synagogue. Puis j'ai dit, je vais vous appuyer. J'ai écrit des press releases. Puis puis ça a commencé comme ça. Parce que c'était juste une question de communication. Puis, ouais. Donc, c'est beau de voir un mouvement citoyen qui parle d'une seule personne puis qui se rend pour inclure une communauté complète. C'est vraiment... c'est intéressant. Puis,
Puis là, il y a Mindy Pollock qui est devenue conseillère. C'est la première fois qu'une femme assidique a été élue à une position politique, ever, dans le monde. Ouais. L'ouverture porte fruit. Oui, exactement. Oui. Mais maintenant, puisque le temps file, malheureusement, souvent ça fait ça. On se dit, on n'a jamais le temps de parler de tous les sujets dont on veut parler. Ben, c'est sûr qu'on veut revenir à votre roman un peu, surtout le premier roman. Donc évidemment, l'histoire, c'est sûr que une majorité se passe au Caire aussi. Donc c'est vraiment, c'est une jeune femme qui veut retrouver son père palestinien puis qui se rend en Égypte. Donc je sais que il y a quand même une partie de votre vécu qui se retrouve là-dedans. Donc, à quel point est-ce que vous avez mélangé réalité et fiction dans votre roman? Ben, la caractère principale, Nadia, est un caractère fiction, mais il y a des trucs vrais. Elle est moitié palestinienne. Elle est connectée aux galeries d'art, comme moi, j'étais connectée. Il y avait une femme avec qui elle devient amie, comme moi, mais elle n'était pas mon amante, elle était juste une amie, mais j'ai créé cette relation dans le roman. Le père, c'est fiction, mais les petits détails sont vrais. Comment la ville est, comment les gens sont, leur relation entre hommes-femmes, le fait que tu peux être gay dans un sens parce que c'est invisible complètement, you know, parce que les sexes sont pas ségrégés, mais c'est comme tu touches pas un homme avec qui tu n'es pas marié. Pourtant, les hommes sont comme ça avec leurs bras autour des autres. Ils touchent, puis les femmes touchent. Alors, si tu es une femme, puis tu aimes une femme, tu peux être vraiment physiquement proche, affectueuse, puis aussi invisible. C'est pas remarquable. So, on a creusé un peu en dessous du radar. C'est super intéressant. Donc, vous bénéficiez en fait d'une liberté un peu plus grande que les autres, ce qui est d'habitude un peu l'inverse. Oui, parce que tu n'as pas besoin de t'afficher du tout, mais en même temps, tu peux avoir cet espace. Puis il y a un espace gay dans ces pays, mais c'est caché, mais il y a des coins, puis c'est connu, puis les gens, you know, faut que tu saches, mais ça existe. OK. Justement, avec ce sujet qui touche la communauté LGBTQ, quand on cherche votre livre sur Internet, ça tombe souvent dans les tops des livres de ce style-là. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'importance de présenter ça dans la littérature ou même du manque de représentation qu'il peut y avoir en littérature? Dans le sens que c'est situé dans le Moyen-Orient, tu veux dire, ou juste... même en général, même à Montréal. Oui, il n'y a pas une énorme catégorie de littérature qui traite Oui, mais je trouvais ça drôle quand j'ai vu mon livre. Mon publisher a mis LGBTQ fiction. Puis je savais même pas. Puis dans le corps du livre, il y a cette relation entre Nadia et Mana, mais j'ai jamais pensé, puis moi je suis gay, mais pourtant j'ai jamais pensé que c'est un livre gay. C'est ça. Mais I don't know, pour moi, parce que je me sens tellement normalisée, c'est pas quelque chose que j'ai besoin d'afficher, mais OK. Mais moi, je trouve que, pour moi, comment c'est important, c'est parce que c'est situé dans le Moyen-Orient, puis il y a une certaine normalisation, puis eux, ils ont une amie, Toufi, qui est musulman religieux, puis c'est lui le seul personne qui essaie de les protéger. Puis je voulais avoir cette tension, comme même si elle est, you know, conservateur, traditionnel, religieux, il est aussi, il réagit de son cœur. Tu comprends? Alors, c'est son cœur qui parle. Puis, il voit deux femmes qu'il aime bien, puis il veut les protéger, les aider. Puis, je trouve... Puis, ça existe beaucoup aussi. Ici, quand on parle quand on pense à musulmans, on pense à la violence, mais moi, j'ai vu l'inverse, complètement l'inverse quand j'étais là. C'est vraiment... Ouais. Donc, dans votre livre, cette relation prend plus de sens par rapport au contexte dans lequel elle se développe. Donc, ici, de qualifier ça comme ça, c'est un peu plus un regard extérieur qui s'impose au livre parce que vous n'avez pas vraiment écrit le livre en pensant
faire une note à cette communauté. Non. Bon, pour moi, c'est tellement normal. C'est que c'est les autres qui l'ont catégorisé comme ça. Puis tout d'un coup, certaines personnes peuvent se rejoindre là-dedans et le mettre dans des tops sur Internet. Voilà. Ça fait de la publicité. Voilà. Je le prends. Vous êtes... Mais depuis qu'on en parle, peut-être que vous auriez le temps de nous lire un petit extrait. Si le cœur vous en dit, on est prêt à en mais entendre. Justement, j'ai pensé aux sections, aux extraits où Manal puis Nadia s'embrassent pour la première fois. C'est parce que Nadia va là pour chercher son père, puis là, elle rencontre Manal, puis les deux ont... Manal avait... Mais elle attendait pas ça, de sentir ça pour cette femme. Mais c'est une des raisons de base pourquoi elle décide de ne pas partir, de ne pas retourner au Québec, son chum, son appartement, son travail même. C'est à cause de Manal. Okay. So, can I say it in English? Yeah, no she's problem. come back from the airport. Elle est allée au aéroport, puis à la dernière seconde, elle a dit... Parce que son vol était delayed, puis elle a pris ça, déjà, puis delayed, so elle a dit, OK, je rentre, je tourne. The next time Nadia walked up the gallery steps, everything had changed. The heavy door on the street opened the same slow way it always did. There were still 14 narrow steps. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 14. The same echo as she reached the top, the same large white room filled with art leading to the smaller room. But this time all of it was different. All of it led to her, the woman she had kissed. Manal looked up. Their smiles were flinty and secretive, mostly shy. A few people were combing the gallery walls, taking in the paintings, making the odd inquiry. Nadia, hesitating, wandered. Every painting, every vantage point offered a different angle from which to view Manal. When it didn't, she moved somewhere else. A woman waited at the desk for Manal to look up. They spoke in Arabic. Nadia could count to 14, but she could not make out more than just a few words. Manal shifted her focus and captured Nadia with her eyes. Unable to move, Nadia lowered herself onto the window bench, its wooden lattice dappling the floor in front of her with light and shadow. Mashrabeya, Manal, suddenly beside her and radiating heat, was whispering in her ear. These are old windows. It gives the gallery its name. The Mashrabeya were designed so women could look out, but no one could see them. Manal watched intently as Nadia's fingers slowly traced the warm, curving wood, following intricate patterns and holes that repeated and repeated like a mantra. Should I continue? There's more. Go for it. Okay, I'm going to skip a couple of paragraphs. I always feel it's so long when I read. So they go back to the hotel where Nadia's staying. Manal took the key from Nadia and opened the door. She took the glass from Nadia's hand and put it on the bedside table. She took the bag from Nadia's shoulder and let it fall to the floor. They reached for each other like new vines on the first hot day of summer. For a brief moment, Nadia remembered how the triplexes in Montreal, crisscrossed all winter long with dead and bony branches, would be blanketed in green tendrils almost overnight, signaling the city's return to summer. An entire season was passing over and through her body. Nadia. Manal's mouth was at her ear, her arms running the length of her arms, her breasts at her breasts. Have you ever done this before? You know, with a woman. No, said Nadia. I have, Manal said. Oh! Sexy. Ouais! On finit sur une note. I stopped there. Oh! Leaving more to the imagination. Mais on doit dire aussi, vous avez un talent d'oratrice. Votre... wow! Your reading is great, oh, too. I love reading. Wow! Merci. Avec les touches d'arabe aussi à l'intérieur, c'est très intéressant. Ouais, on a vraiment... J'aime faire ça. On a bien fait de vous le demander, puis ça donne encore plus le goût de le lire. Merci. Mais... Puis sinon, peut-être en terminant aussi, on se demandait, vu que c'est un roman en anglais comme on vient de l'entendre, peut-être nous parler un peu de la réception justement de ce livre anglais à Montréal, qui est en fait, c'est plus francophone, mais il y a quand même une communauté littéraire bilingue. Oui, donc, oui, quand même. C'est pas
aperçu peut-être, mais il y a une communauté ici, il y a le Quebec Writers Federation, qui est un grand groupe des écrivains, poètes, translators en anglais. Puis c'est une organisation assez active, puis grand. Puis il y avait le Blue Metropolis, qui était commencé par une anglophone, Linda Leith, qui est devenue, il y a William quelque chose, Eloque, c'est quoi son nom, qui dirige le Métropole Bleu. En tout cas, il y a une autre femme. Mais, oui. So, il y a une communauté anglo, oui. Et est-ce que vous avez reçu des bons commentaires à ce jour? Oui. Une bonne réception du public, oui? Oui, j'avais un lancement à Casamaza sur Avenue du Parc. C'était 150 personnes. Wow. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait un lancement au Blue Met aussi, Métropole Bleu. Il y avait des tables rondes. J'étais sur des tables rondes. J'étais sur... il y avait quelques entrevues à Radio-Canada. Il y avait... des revues, il y a le Montreal Review of Books, je ne sais pas si tu connais, c'est une revue bimensuelle qui est assez populaire. J'étais sur plusieurs revues, oui. Félicitations. Merci. Puis, encore une fois, merci. Ça nous a vraiment donné le goût de lire votre roman. Puis c'est sûr qu'on va recommander ça à tous nos proches. Merci. Donc, merci de vous être déplacé en cette journée de chaleur accablante pour venir discuter avec nous. Ça nous a fait merci. grand plaisir. C'est moi qui vous remercie. Merci.